Empreinte, une émission conçue, présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec Empreinte, votre émission littéraire consacrée aux livres, et c'est toujours sur votre radio, sur Radio Chaîne 3. Nous recevons aujourd'hui Leïla Hamouten, auteure de plusieurs ouvrages, des recueils de nouvelles et de romans. Tout ce qui concerne votre création littéraire avec vos livres, il y en a plusieurs. Le premier s'appelle Abîme, donc c'est un recueil de nouvelles. Le deuxième s'appelle Sablier. C'est aussi un recueil de nouvelles. Un recueil, c'est aux éditions ANEP. Le premier c'est aux éditions Enag. Le premier, c'est en 1992. Et le Sablier 2000, je crois, ou 2001, je sais pas. Je peux pas. Nous arrivons après au Sang et Jasmin. C'est un roman, c'est le premier roman. Ça, c'est vers 2000, je crois. 2000, aux éditions Marsa. Après, vous avez Le Châle de Zeynep aux éditions Kasbah. Vous avez obtenu avec ce livre le prix de l'Escale littéraire d'Alger en 2015. On était présent le jour de la cérémonie où vous avez reçu le sacre. Ce prix n'existe plus, je crois. Je crois qu'il existe encore. Mais d'accord, je connais le prix Assia Dubal. Il me semble, hein, mais je connais le prix Mohamed Dib. Je crois. On va essayer de demander autour de nous si le prix Escale littéraire d'âge existe toujours. Et le dernier, le tout dernier, c'est Le Seuil du moment. C'est un autre roman, et c'est toujours aux éditions Kasbah. Bien, la première question qui vient à l'esprit, qu'on voudrait vous poser, comment notre amie Leïla Hamouten, qui est donc enseignante de lettres, j'imagine française. Oui, absolument. Et j'ai commencé par faire psychologie, et puis donc avec l'arabisation, j'ai eu quelques difficultés, et je suis retournée à l'université pour faire lettres françaises, parce que j'avais envie d'enseigner. On a gagné en retour, donc une écrivaine. Et l'envie ou la passion d'écriture, elle est venue comment ? Très jeune, j'avais envie d'écrire. J'avais lu beaucoup. Chez mes parents, il y avait beaucoup de livres, donc il m'arrivait d'en chipper pour lire, même des livres qui ne m'étaient pas du tout destinés. Et c'est comme ça que j'ai découvert un monde qui s'ouvrait à moi, un monde imaginaire. Et donc, c'est parti de là. J'avais envie moi-même, j'ai eu la prétention de vouloir imiter les écrivains que je lisais. Et donc, voilà, petit à petit, un journal, petit à petit, une nouvelle, etc., etc. Et puis, j'en suis venue à Abîme, parce que j'étais interpellée par ce qui se passait dans ma société. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce que cela veut dire qu'au commencement, il y a toujours la lecture ? Ah oui, indéniablement. Au commencement, il y a toujours le livre. Pour en arriver au livre. Oui, vrai, absolument. C'est la boucle. Oui. On commence à lire et puis ça nous donne envie d'écrire, de se raconter, raconter ce qui se passe dans la société qui nous entoure. Bon, il faut aussi une dose d'imaginaire. Je pense qu'il faut essayer de ressentir, par exemple, ce qu'un personnage peut ressentir dans sa douleur, dans son bonheur. Il faut aussi avoir ça, avoir de l'imaginaire. Oui, absolument. Et du ressenti. Du ressenti. Bien sûr, votre expérience ou vos études en psychologie vous ont aussi aidé à... Tout à fait. Bien sûr, à tracer les portraits psychologiques de vos personnages. Sinon, à mieux étudier la société algérienne, vous concernant. Oui. Toujours la société algérienne. Alors, on va commencer par le commencement, c'est Abîme. Oui. Abîme, c'est donc un recueil de poèmes. Je crois que c'est comme... De nouvelles. De nouvelles, pardon. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'associe toujours recueil à poème. Parce que c'est souvent, effectivement... On dit un recueil de poèmes, alors qu'il y a aussi un recueil de nouvelles. Oui. Est-ce que la nouvelle est une première étape nécessaire peut-être avant de s'attaquer au roman ? Non. Je trouve que écrire une nouvelle est difficile. C'est très difficile. C'est plus difficile. C'est-à-dire qu'écrire une nouvelle qui se tienne, qui est une fin qu'on attend, qui est une fin... La fin de la nouvelle est une fin particulière, parce que elle est
elle est dissemblable selon la nouvelle à laquelle on s'attaque. Et puis, bon, c'est une rupture. Et puis, on peut pas trop détailler des sentiments, etc. Donc, il y a beaucoup d'intensité dans la nouvelle. Bon, évidemment, il y a autant d'intensité dans le roman, mais cette intensité, comme elle est plus, comment dire, plus condensée. Oui, voilà. Donc c'est quand même plus difficile la nouvelle, je trouve. Je trouve aussi que la nouvelle est plus Ouais. difficile et dans tous les genres. Je crois que faire un résumé déjà est un exercice difficile. C'est vrai, Faire c'est un vrai. exercice de. Alors, ce recueil de nouvelles, là j'arrive, donc de nouvelles, relate, quand j'ai de lire la quatrième de couverture, c'est une horde de hyènes, le regard fuyant, qui se sont glissés dans les quartiers de la ville et ils ont flairé leur proie. Ce n'est pas la charogne qu'ils cherchaient, non, mais la fragilité. Ce sont C'est les... beau, parce que c'est poétique, mais en même temps c'est tragique. Absolument, c'est tragique. Il y a beaucoup de tragique dans ces nouvelles parce que là, par exemple, il s'agit de l'entrée du terrorisme dans nos vies. Oui. Et C'est vrai que je les ai le terme comparés à l'hyène ouais. a été utilisé dans la presse écrite. Tout à fait. Et ouais, c'est pas uniquement un symbole, c'est même pas une parabole, mais c'est la triste vérité. Oui, d'autant que la hyène comment dire, s'attaque à la fragilité. C'est-à-dire que quand une proie est blessée, bon, quand elle est abandonnée par le lion qui n'en veut pas, c'est l'hyène qui va venir achever la proie et puis la dévorer. Donc en réalité, par exemple, ce sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs. Et chez nous, par exemple, et partout d'ailleurs, le terrorisme s'est d'abord attaqué aux enfants. Ouais, Et aux femmes. À la fragilité. À la fragilité. À la fragilité. Ouais. Dans Serge Reggiani, dans la fameuse chanson Les loups sont entrés dans Paris, compare justement les nazis aux loups. Oui. Et on loue, donc... Alors, Abîme, des nouvelles, et ça commence avec la première qui a pour titre Abîme. Abîme. Ouais. Et ça parle de quoi? Non, c'est pas Abîme qui commence le recueil, c'est Carrefour. Carrefour, je m'en souviens très bien. Carrefour, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient d'avoir son baccalauréat. Elle était heureuse. Elle était heureuse, et puis petit à petit, son bonheur va se dissiper parce que elle regarde les deux personnes qui emplissent sa vie et qui sont là tout le temps, c'est-à-dire son père et sa mère. La vie de sa mère ne lui plaît pas parce que elle est, soumise au desiderata de son mari, qui est qui se remarie à qui mieux, la vie de son père, qu'il a consacré au travail, mais qu'il a consacré aussi à courir à droite et à gauche. Donc en réalité, elle n'a pas envie de leur vie. Oui. Je vais vous lire juste la fin, mais maintenant que je ne veux pas de leur vie, ni de la sienne à elle, ni de la sienne à lui, que faire? Quoi espérer? Que faire de ce trop grand bonheur qui me tourmente et qui va m'engloutir? J'ai peur, et pourtant j'ai 18 ans, et je viens d'avoir mon bac. Et en réalité, cette information, on l'a à la fin de la nouvelle. On ne l'a pas au début, parce que j'étais heureuse, etc., mais on ne dit pas pourquoi elle est heureuse. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça le problème de la nouvelle, c'est celui-là, c'est la chute. Et donc c'est à la fin qu'on apprend qu'elle a 18 ans, qu'elle vient d'avoir son bac. C'est le questionnement de vos principaux personnages dans vos romans. Que faire de nos vies? Oui. Cette question est lancinante, cette question est omniprésente dans votre œuvre. Le pourquoi? Écoutez, je sais pas. En réalité, vous me le dites parce que c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Mais je peux pas l'expliquer. C'est-à-dire que si... on est toujours à la recherche de quelque chose. Et les personnages sont comme nous. Ils cherchent quelque chose et qu'ils ne trouvent pas, souvent. On est toujours à la quête voilà. de quelque chose, et puis quel que soit l'âge. Ici, votre héroïne a 18 ans, mais on cherche toujours quelque chose, oui. quel que soit l'âge. Oui. Et puis le fait qu'on soit totalement insatisfait, hein, on est comme... c'est parfaitement le
propre mythe de l'homme. de Sisyphe. Hein. Oui. On va chercher la pierre et puis on la descend, etc. C'est comme ça. En fait, on est à la poursuite d'un désir, d'une idée, de quelque chose. C'est ce qui fait Et puis, évoluer dès les qu'elle choses vient, aussi. Oui, C'est bien avec ça sûr. qu'on évolue. Absolument, absolument. Bien, vous êtes toujours avec Empreinte, votre émission hebdomadaire, conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, et nous sommes avec Leila Hamouten qui nous parle de ses romans. Donc, on vient de parler brièvement, parce que le temps nous est compté, de Abîme, et nous allons aboutir au deuxième, Le Sablier, paru aux éditions ANEP. Alors, Le Sablier. Le sablier, il y a... Bon, j'ai repris quelques nouvelles d'ici, Oui. de Abîme, mais il y a une autre problématique, le temps qui passe. Bon, j'étais plus jeune ici peut-être, et que peut-être maintenant, c'était en 2002, il y avait quelque chose, une composante nouvelle qui était entrée dans ma façon de réfléchir, c'est la fuite du temps. Et donc, il y a plusieurs nouvelles qui sont consacrées à cela. Il y a aussi la réconciliation chez nous, la réconciliation. Et donc, il y a la problématique, cette problématique aussi. Du temps qui passe. Ouais, du temps qui passe. C'est vrai qu'il est insaisissable, le temps, non? Oui, insaisissable. Et puis bon, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, il y a une nouvelle qui commence le recueil, Ça qui comment? s'appelle Le Miroir. C'est une dame qui est assise face à un miroir, une dame très âgée. Et puis elle trouve que cette personne qui lui fait face, et qui est elle-même donc, lui ressemble à une de ses tantes. Et puis en parlant de sa tante, elle s'évade. Elle commence à penser à elle quand elle était jeune et qu'elle avait ses bébés, etc., etc. Puis le temps passe et elle est toujours en face de cette vieille dame. Et puis quelquefois elle s'interpelle. Elle se dit mais elle ne fait que me regarder depuis tout à l'heure. Et puis donc elle continue à évoquer ses souvenirs. Et puis on frappe à la porte et ses filles rentrent et lui disent mais mère, que fais-tu ici? Le temps passe. Et là, et puis toutes les deux lui disent mais qu'est-ce que tu fais en face de ce miroir? C'est vrai, mais on est souvent en face d'un miroir. Oui, Hein, oui, absolument. Oui, oui. Mentalement, en tout cas, on l'est. On l'est, mentalement, c'est vrai, on est en face du miroir. Et on est aussi en face de cette problématique du temps qu'on ne maîtrise plus, de plus en plus, parce qu'il nous fuit, il est fuyant, il est insaisissable. On a l'impression qu'on passe le temps à courir. Derrière quoi? On ne sait pas. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est que dans cette fuite du temps, même nos désirs se disloquent. Dans la deuxième nouvelle, je crois, la troisième, je ne me souviens plus, c'est une dame qui passe sa vie, bon voilà, des enfants, un mari, plein de choses à faire toute la journée. Elle n'a pas le temps de penser à elle, mais quand elle a envie de faire quelque chose, elle ouvre la fenêtre. Sa fenêtre donne sur le parc de Galant, enfin le parc de la Liberté. Maintenant. Oui. Et quand elle ouvre les fenêtres, elle reste pensive, et puis elle a envie d'aller se promener dans les allées de ce jardin. Et puis le temps passe, les enfants partent, il y a la décennie noire, ces enfants partent dans tous les coins du monde. Et son mari décède, elle est toute seule dans cet appartement. Donc en réalité, elle a maintenant la possibilité de descendre et d'aller voir le jardin et d'aller se promener dans les allées. Mais le désir s'est estompé. C'est terrible, ça. Et là, elle a un vrai dilemme parce que elle ne sait pas exactement est-ce qu'elle doit y aller ou pas. Elle ne sait pas. Elle sait pas. Il n'y a rien qui la retient pourtant. Non. Et d'ailleurs, la fin, je m'en souviens, Jamila s'interrogeait, tout en sachant qu'elle finirait tout de même par choisir cette latitude de continuer à rêver, à l'indicible bonheur de promener sa solitude dans les allées du parc de la Liberté. C'est-à-dire qu'au lieu de concrétiser ce désir et d'aller, elle préfère encore rêver à y aller. Rêver à y aller. Par peur d'un choc d'une réalité qu'elle ne... Non, par peur d'être déçue, peut-être. C'est ça, par peur d'une réalité qui peut la décevoir. Ouais. Alors, je retrouve aussi
ce terme d'évasion, de voyage dans le passé, par le biais de la fenêtre. Mhm. Ça aussi, c'est quelque chose, un parabole que vous utilisez beaucoup dans Oui, votre œuvre. La fenêtre. La Ouais, fenêtre, c'est ouais. vraiment... Oui, la fenêtre, c'est l'évasion. C'est l'évasion, oui, Oui, justement. oui, vous avez raison. D'ailleurs, dans le dernier, Dans le dernier... je l'utilise beaucoup. Dans le dernier, oui, elle ouvre la fenêtre, elle voit tout. Voilà, c'est toute l'actualité, c'est le paysage, mais en mettant l'actualité qui défile devant ses yeux, aussi bien les deux périodes qui sont racontées, 92 et 2019. Non, vous avez raison, vous avez raison. Et vous savez, sans le vouloir, vraiment, moi qui anime quelquefois des ateliers d'écriture pour des jeunes ou là pour des adultes aussi, je me sers de cette histoire de la fenêtre. Parce que quand, par exemple, si vous dites à quelqu'un, bon, après, l'atelier d'écriture commence par une lecture, donc vous lisez d'abord. Et puis quand vous avez terminé, vous allez vers là où vous voulez mener votre public. Et quand vous leur dites, par exemple, bon, maintenant, si votre personnage avait été devant une fenêtre, justement, vous leur dites, bon, essayez de dénombrer toutes les fenêtres que vous avez ouvertes toute votre vie. Ouais. Dénombrez-les. Donc, bon, il ou elle dénombre les fenêtres. Et puis après, pour pouvoir écrire, parce qu'on est là pour les faire écrire, choisissez celle qui vous a le plus, impressionné ou apporté quelque chose et écrivez là-dessus. Et généralement, on a des productions extraordinaires. C'est vrai. Donc, c'est pas pour rien que Bill Gates parle de fenêtres aujourd'hui. Dans le micro, on dit on a ouvert des fenêtres. Ouais. Ouais. J'ouvre cette fenêtre, etc. C'est des fenêtres qui s'ouvrent. Effectivement, c'est un autre monde qui s'ouvre. Tout à fait. Vous avez... Hein, Non, vous avez raison. Ce lien avec l'IA, avec plein de choses. Sauf que maintenant, on est vraiment... on est collé au fauteuil. On n'est pas debout devant la fenêtre. Mais on en ouvre sur le téléphone. On ouvre sur... Très bien, juste. Arrive le premier roman. Comment on arrive au premier roman? Comment ça s'est passé le passage des nouvelles au roman? Ben regardez, c'est très simple. Si vous ouvrez le Sang et Jasmin, vous vous rendez compte que c'est des nouvelles. C'est-à-dire que c'est un roman, certes, mais chaque est indépendant. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que chaque chapitre est un personnage. Oui. Bon, qui revient. Lié par la même thématique. Voilà, par une même thématique, là, par exemple, c'est les événements j'ai situé mon histoire entre 92, 93, 94. C'est-à-dire le moment où... chaudes, les années chaudes. Les années terribles. Et donc, ce sont des jeunes, mais des jeunes différents. Il y en a 2 qui sont plutôt terreaux, il y en a 3 qui sont des jeunes pleins d'espoir. Voilà, donc, et c'est leur vie, dans un quartier d'Alger, que je connais pas bien, mais que j'ai imaginé, le ruisseau. Parce que j'allais corriger le bac au lycée technique de garçons. Le grand lycée, le fameux lycée technique de ruisseau. Et donc, je connaissais, j'avais découvert le quartier. Le quartier, oui. Dans mon esprit, j'avais repéré un immeuble où j'ai mis mes personnages. Très bien. Et en lisant un peu rapidement, on retrouve les prénoms des personnages que l'on retrouve dans le dernier, dans le Seuil du moment, Warda, Kamel et Saif. Vous faites exprès de les faire voyager à travers vos péripéties littéraires? C'est leur histoire qui voyage. Ah, c'est leur histoire qui voyage. Vous savez, le seul écrivain que je... Mais vous, d'abord, vous voyagez entre le présent et le passé. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en réalité, les personnages qui sont là sont là-bas. Warda, oui, elle est là-bas. Oui, là, elle était encore lycéenne. Voilà, ouais. C'est-à-dire, celui qui est embarqué dans votre bus imaginaire, il est dans la même... continuité. Dans la même continuité. Un peu. Donc, pour vous lire, il faut acheter tous vos livres. Oh, oui. Il faudrait trouver... C'est un pack. Oui, un pack, oui. C'est plus un pacte, mais un pack. Oui. C'est bien. Moi, je trouve, j'aime bien. Mais, alors, l'illustration, elle contraste avec le Sang et Jasmin.
Parce qu'il y a c'est la vendeuse de jasmin. Oui. C'est Oui. moi qui l'ai choisie d'ailleurs. Ouais, j'imagine, oui. Parce que je Il faut trouvais toujours que... garder une part de rêve, Oui, une part tout à fait. d'espoir. Oui, oui. Bien. Vous êtes toujours avec Empreinte et nous sommes toujours avec Leila Hamouten. Elle a décroché le prix de l'Escale littéraire d'Alger en 2015 avec le livre, le roman Le Châle de Zeynep. Ce titre fait rêver. Le châle, on n'en voit plus, malheureusement. Du moins, dans le cercle dans lequel j'évolue, on l'a perdu de vue. Ma mère le portait, ma grand-mère aussi. Mais les voisines du quartier où j'habitais à Saint-Eugène. Mais là, c'est quelque chose qui a disparu, le châle. Pas vraiment. C'est-à-dire que le châle, maintenant, il est, comment dire, ça fait partie de l'habillage, par exemple, pour aller dans un mariage, etc. Les femmes ont des châles. Mais ça devient... C'est une coquetterie. C'est une coquetterie, absolument. Bien. Alors, le châle de Zeynep, j'ai lu le résumé, c'est quand même... il y a toute une symbolique déjà autour de ce vêtement qui se transmet. On parle d'un unique châle Oui, oui. qui serait donc, selon ce que vous avez écrit, transmis depuis des décennies. Voilà, 1840 exactement. De 1840, donc de mère en fille, de grand-mère, ainsi Jusqu'en de suite, 2012. Ouais. Jusqu'en 2012. Et c'est une belle manière de faire entrer toute l'histoire de notre pays depuis la colonisation, depuis le début de la colonisation, jusqu'à donc aux premiers événements tragiques du pays. Oui, oui. Et la première, la petite Zeynep, qui a 7 ans, donc, quand je débute mon histoire, eh bien, c'est elle qui est l'aïeule de toutes les autres. De toutes les autres. Magnifique. Celles qui viennent. Et comment est venue cette idée? Après Parce que là, c'est la réalité. Ouais, là, on est dans la réalité, dans les premiers cinquantenaire. romans, cinquantenaire. Le cinquantenaire. Ça m'a ébloui, le cinquantenaire. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait plein de choses que j'ignorais. Et pendant... Par exemple? Des détails historiques, vous voyez. Bon, je me suis beaucoup intéressée à notre histoire. Et c'est dans le détail que se cache le diable. Exact. Par exemple, dans l'histoire de la Numidie, etc. Je m'y suis beaucoup intéressée, j'ai beaucoup lu. Mais l'histoire plus récente, celle de la colonisation, je sais pas, j'avais comme une espèce de réticence à le faire. Et d'ailleurs, je compare un peu cette réticence à une... comment dire, je l'inclus dans un mythe. C'est le mythe de Orphée allant chercher sa femme, Eurydice, dans les enfers. Et que donc, après maintes supplications, on lui dit « Tu peux prendre ta femme, ça va, faut nous la paix, puisqu'elle était morte. » Et ils lui disent, Hadès, le dieu des enfers, lui dit « Bon, prends-la, mais attention, quand tu arrives à la porte des enfers, surtout ne te retourne pas. Si tu te retournes, elle va disparaître de nouveau. » Or, il se retourne. Il se retourne parce qu'il n'est pas sûr qu'elle est derrière lui. Et il se retourne, et nous, en fait, j'ai trouvé que... On ne se retourne pas assez. Et pourquoi on ne se retourne pas assez? C'est parce que le retour que l'on fait, peut-être pas pour la Numidie et le reste, mais pour la colonisation, par exemple, elle a fait tant de mal à notre pays, à nous tous, dans l'inconscient collectif, c'est transporté. C'est trauma. Oui, c'est un trauma. Et donc, en réalité, on fuit ça. Et le jour où on se retourne, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que Eurydice est partie pour Orphée, et nous, on découvre des charniers, des gens suppliciés, des gens brûlés, les enfumades et tous les... etc. Donc en réalité, pendant 1 an et demi, à peu près, j'ai beaucoup lu, et j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de notre pays, et sur les symboles qui s'attachent à cette histoire. Et puis, j'ai commencé donc à écrire à partir d'un personnage que j'ai trouvé dans mes lectures. L'émir Abdelkader avait comme chef de guerre trois chefs de guerre. Et parmi eux, il y avait Ben Hamza. Ben Hamza, je me suis intéressée et j'en ai fait donc
le père Zeynep. de Zeynep. Et donc toute la famille découle de ces deux cousins qui se sont aimés, etc. Mais etc. ce qui est formidable, c'est que vous faites un lien en cet héritage culturel, qui est le châle, ce patrimoine algérien, avec ce que voulait supprimer la colonisation, notre culture, Notre passé. notre passé. Et paradoxalement, au lieu d'en parler, nous, donc on a évité, pour des raisons obscures, que seuls peut-être les psychiatres et les psychologues peuvent en déterminer. Mais c'est vrai, c'est récent, rappeler, on parle souvent de 1,5 million de shahid, de shuhada, mais depuis la colonisation, on oublie de dire qu'il y a eu on avoisine les 6 millions de martyrs depuis le début de la colonisation. Oui, et puis surtout, on ne parle pas des méfaits, de ces méfaits. C'est-à-dire du fait qu'elle ait pendant si longtemps tenu les Algériens dans un alphabétisme profond, qu'elle ait, dénaturé les rapports dans la famille. Regardez mon personnage, elle est libre au début, elle est libre. Et puis, la colonisation va faire que même l'équilibre de la société va changer. Les femmes, il faut qu'elles rentrent, il faut qu'elles soient les gardiennes des traditions, donc elles rentrent dans la maison, et puis, elles se cachent. Et donc là, ça va changer aussi la structure de la... Mustapha al-Sharif le dit si bien dans le livre des lieux et des noms. Il parle aussi de ça, c'est-à-dire le nombre d'écoles qu'il y avait, l'école coranique et l'école... avant la colonisation est nettement supérieur, et après c'était pratiquement c'est bien de relever, et quand je lis le prix de l'escale littéraire, je crois que ce prix n'existe plus, oui, vrai ou faux, est-ce qu'un prix littéraire assure une vente du roman? Ah oui, je pense que si, c'est-à-dire que même quand le livre a voyagé, il se trouve que quand vous avez ce prix, vous avez un prix, et puis vous avez aussi à le faire connaître. Une autorité à le faire connaître. Voilà, on vous offre un voyage au Maghreb des livres et vous le présentez. Il se trouve que j'ai pas pu le faire parce que mon époux est mort à ce moment-là et je ne suis pas allée, donc je n'ai pas pu aller. Ce n'est pas trop tard, Oui, non, mais il a voyagé après avec Casbah Édition qui s'est chargé, ma maison d'édition s'est chargée de le faire. Très bien, très bien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de prix littéraires en Algérie? Pas vraiment, non, pas vraiment. Non, je trouve pas. Non. Moi, j'en compte 2. Oui, il y a Dib et Assiadjbar. C'est vraiment insuffisant. Oui, non, c'est vraiment insuffisant. Celui-là, je crois qu'il a disparu. Il y avait aussi le prix du libraire qui a disparu. Oui. Non, il y a effectivement un manque flagrant. Et en plus, j'ai remarqué qu'il y a compétition que pour le roman, alors que les autres genres littéraires sont ignorés, alors qu'il y a des livres intéressants, dans des découvertes, je sais pas, les livres d'histoire, tout à fait. de la poésie. On devrait aussi s'intéresser. Et là, le ministère de la Culture est interpellé, comme aussi les associations culturelles. Tout à fait, des mécènes, qui veulent bien mettre leur nom sur un... Je sais pas, moi... Les mécènes, je crois que c'est aussi l'élite qui doit les interpeller, qui doit les faire intéresser. Nous arrivons au livre des livres, le roman, le dernier, et le dernier, c'est Le Seuil du moment. Alors, déjà, j'ai adoré ce titre. Le Seuil du moment, c'est pas commun comme titre. Je le trouve très beau, et parce qu'il interpelle. Déjà, on passe tout un temps à essayer de déchiffrer ce roman à partir du titre. Et non, il ne veut pas dévoiler. Il ne dévoile rien. Comment vous l'avez... Est-ce que c'est réfléchi? Ah oui, absolument. J'ai mis longtemps à le trouver, parce que je voyais bien que mon personnage était à un moment de sa vie qui était extrêmement important. Soit elle restait terrée avec les souvenirs de son amour mort, son mari est mort, donc elle se retire, elle est complètement retirée, elle reste avec ses souvenirs, et c'est tout. Et puis, de l'autre côté,
cette fenêtre qui ouvre s'ouvre. sur 2019 et sur le Hirak, donc. Et elle est journaliste, elle a envie d'aller voir, et puis bon, elle est partagée entre les deux désirs, et elle est sur le seuil. On est sur le seuil de la porte. Elle, c'est un moment. Elle est sur le seuil d'un moment de sa vie. Important. Important. Avancer ou rester... Ou rester stationnaire. Ou rester stationnaire, passéiste, ne rien Voilà. faire. Ouais. Bien, donc votre héroïne s'appelle Warda, elle est journaliste, Oui. elle vit un moment important de sa vie. Vous ouvrez avec, vous donnez des repères, c'est bien ça, vous donnez des repères. Et les repères, c'est par exemple Alger 2019 ou une date 22/2/2019 ou alors carrément mars 93. Et c'est un éternel voyage entre ces deux époques, avec ce personnage central qui est Warda, mais aussi ses sœurs et ses frères, ses amis et son mari, son amoureux qui est devenu son mari et qui a été assassiné, qui est mort. Alors, en fait, il n'a pas été assassiné. Il est mort. Il est décédé. mort. Il est mort, oui. Décédé à l'étranger. Non, il est décédé. Il est décédé. Vous le dites de toute façon dans le roman, vous ne le dites pas. Voilà, c'est pas... Je le dis pas. Absolument, d'accord. Alors, ce que je retiens dans le roman, dans sa globalité, et vous le dites vous-même, hein, vous nous donnez comme ça une clé, c'est douceur et douleur. Et vous dites, ces mots commencent avec le même... c'est doux, mais sauf que c'est douceur et douleur. Et là, j'ai trouvé ça magnifique parce qu'effectivement, nous passons de la douceur à la douleur. La douleur des années de la décennie noire et la douceur de ces années de printemps qui s'éveillent, qui s'annoncent, de l'indépendance, de ce renouveau. Ouais. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a un va-et-vient constant entre les deux. Et effectivement, les deux mots commençant par la même syllabe, doux, et puis bon... lourd, la douleur qui se rapproche du mot lourd. C'est-à-dire que la douleur, c'est quelque chose qui est lourd, qui vous entraîne, qui vous descend, qui vous ligote, qui vous ligote. Enchaîne. Alors que la douceur, c'est quelque chose qui suinte, qui chante, voilà, qui chante un lendemain meilleur. Voilà, qui siffle, qui est comme un oiseau, pour ainsi dire. Oui, qui siffle comme un oiseau. Alors, cette héroïne, elle est quand même, j'allais dire, victime d'un passé. Oui. Parce qu'elle voit sa famille se disloquer, sa propre famille, son père, sa maman. Elle n'est pas contente de ses parents, n'est pas satisfaite. Et elle voit, donc, au sein même de cette famille qui va se séparer, qui va se déchirer pour des opinions, on va dire, politiques. Hein? Les deux frères islamistes qui sont devenus menaçants. Un autre frère polymélite, mais qui est son véritable soutien, l'unique soutien. Et puis, ses amis. Les personnages évoluent vraiment dans un monde qui est en train de se disloquer. Vous l'avez voulu, oui. Il y a une part de réalité, c'est vrai, mais vous l'avez voulu encore forcer le trait. Oui, certainement. Parce que en réalité, si vous voulez, d'abord, c'est ce qui nous est arrivé. Ça, c'est vrai. Ça a été une dislocation totale de notre univers. On était confiants et on a eu tort. Parce que, bon, lorsque en 1984, on s'est attaqué au statut de la femme, déjà, avec le code de la famille. Elle qui a été combattante, qui a combattu auprès de l'homme, etc. Donc, si vous voulez, ça, il y a eu petit à petit comme une régression qui s'est terminée comme on le sait, c'est-à-dire par la violence. Par la violence, et une violence qui nous a conduits dans l'abîme. Absolument. Qui nous a vraiment abîmés. Mais vos personnages s'en sortent bien. Oui. Parce qu'il faut toujours garder l'espoir. Tout à fait. Eh bien, donc,
Vous êtes toujours, cher ami auditeur, avec votre émission Empreinte consacrée aux livres. Et des livres, il y en a, contrairement à ce qu'on peut penser. Nos écrivains se mettent en œuvre et il y a de nouveaux romans. Et donc, nous sommes avec Leila Hamoutin qui parle de son dernier roman, Le Seuil du moment. Vous avez certainement donc en projet d'autres... Oui, ma foi, oui. Oui. Qu'est-ce qui est en préparation actuellement ou non, c'est-à-dire que vous savez, j'ai toujours un moment de latence qui dure souvent chez moi. Il faut quelque chose qui... Voilà, un moment de latence. Là, en ce moment, je retourne vers les nouvelles. Curieusement, j'ai envie. Et donc, j'en écris. Quand vraiment j'ai envie, j'écris plutôt une nouvelle. Donc, un recueil de nouvelles. Voilà. Il y avait quelque chose qui m'avait interpellée pendant un moment. Il y a eu les féminicides. J'ai collationné beaucoup d'informations sur les féminicides qui se sont passés ici en Algérie. Et on en a eu beaucoup. La presse fait état de ça. Oui. Et donc, j'ai commencé. Bon, maintenant, peut-être que je vais aller vers là. Vous savez, je vous dis, c'est des moments de latence qui peuvent durer. C'est vrai que ça ne se commande pas. L'écriture ne se commande pas. Non, c'est-à-dire que la thématique, moi, il suffit que j'ai une thématique qui m'accroche et après, c'est fini. J'en ai pour 6 mois, je termine. Et quels sont les sujets qui vous accrochent actuellement ? Actuellement, c'est toujours la société, mais aussi plus précisément, c'est-à-dire que, par exemple, puisque je vous parle de féminicide, donc c'est le destin de la femme en réalité, il y a ça, et puis aussi, si vous voulez, tout ce qui est. Alors, j'ai failli me lancer sur peut-être que je le ferai, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur pendant un bon bout de temps. J'ai pensé à une Palestinienne faisant la même chose. Ouais. Et je me suis dit, c'est une écriture à... voilà, moi à tenter. À tenter. C'est vrai que ce qui se passe actuellement. Mais ce qu'il y a, j'ai quelques problèmes avec, par exemple, toutes les informations. Bon, le fait que les sionistes ne laissent pas les informations fuitées, ce qui fait que on a peu on de est choses. À court, mais peut-être que l'imagination. Oui, mais l'imagination, il y a aussi les rues, il faut qu'il y ait quand même une base concrète dans le. Absolument. Voilà. Donc voilà, je vous avais dit au seuil de cette nouvelle année, nous souhaitons quand même. Nous espérons que pour le peuple palestinien, une paix, un avenir... Que la justice triomphe. Que la justice triomphe, un avenir plus radieux. Ouais. Parce que le drame qu'il vit fait mal. Très. Nous montre un monde plutôt déshumanisé, c'est vraiment un monde qu'on pensait ne plus revivre, ne plus voir. Absolument. Malheureusement, non. Non, il y a des violences partout. Et puis il y a surtout ce qui est caractéristique de cette période, c'est le fait que, par exemple, la société des nations soit aussi bousculée, même pas écoutée, rien du tout, rien. Alors que c'est vraiment des institutions qui aujourd'hui sonnent vides. C'est les pays occidentaux qui ont décidé du fait que. Ouais, le fait que certains pays. Ça les gêne. Ont le droit de veto, donc vous pouvez présenter n'importe quelle résolution, ça tombe à l'eau. Tout à fait. Rien ne passe. Bien, c'est une autre pessimisme, mais on va garder l'espoir. Oui, tout à fait. Il faut toujours garder l'espoir. Il faut garder l'espoir, oui. Comme l'a gardé Warda. Oui, Warda a toujours gardé l'espoir. Pourtant, elle n'a pas eu une vie facile. Non, pas du tout. Ni une enfance facile, ni elle a perdu son époux très vite. Très vite. C'était donc vraiment une parenthèse dans sa vie. Ce moment de bonheur. Oui, tout à fait. Mais elle refuse de se réfugier dans ce moment de bonheur. Ça aussi, c'est... Non, c'est-à-dire, non. Elle se refuse dans le passé, mais pas dans ce moment de bonheur. Non, je m'excuse. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle est à la recherche des... Et le paradoxe qui vit en elle, c'est que elle est, à partir du moment où elle ouvre la fenêtre, où elle entrouvre la fenêtre, il y a ce combat en elle, c'est-à-dire rester avec les souvenirs de fut-il de Zindine, heureux,
Voilà, fut-il heureux. Et puis, cette fenêtre ouverte vers l'avenir. Vers l'avenir. Et donc, elle est là, en porte-à-faux. Et donc, moi, j'ai mené aussi, à travers ce livre, une étude du temps, du souvenir, pardon. Parce que le souvenir, en réalité, quand vous consultez les auteurs qui ont travaillé comme Freud, comme tant d'autres, comme Nietzsche, eh bien, par exemple, Freud vous dit, il n'y a pas vraiment de souvenir. Parce que le souvenir qu'on a d'une situation, Là, je suis étonné, il n'y a pas de souvenir. Il n'y a pas vraiment de souvenir. Parce que le souvenir que vous en avez, il est transformé par vous. Oui. C'est-à-dire, votre vie transforme le souvenir. C'est ça. Après, on l'attache. D'ailleurs, le souvenir est toujours... D'abord, il est flou. Et même quand vous avez un souvenir précis, on ne sait pas très bien si ce souvenir est dû à ce qu'on vous en a dit ou à une photo que vous avez vue. Enfin, moi, j'ai vu... c'est un regard que nous avons d'un passé. Oui. Qui a existé, peut-être qu'on a transformé. Voilà, mais il y a tout le reste qui vient bousculer le... Alors, pour ne pas oublier son passé, elle tient quand même un journal. Oui, elle tient quand même un journal, oui. Ça, le journal sert quand même à saisir un peu, à ranimer ce passé. Ouais. Elle tient ce journal, et le journal sert d'interface aussi à l'autre réalité vécue du moment, au présent, quoi. Tout à fait. Ouais, le temps passe vite, je me rends pas compte, mais le temps passe vite. Il passe vite quand il y a des choses à dire. Et Leila Hamouten a des choses à dire. Nous arrivons au questionnaire. Bon, c'est... Oui. Mer ou montagne, Leila? Mer. Saison préférée? Saison préférée, l'hiver. L'hiver, pour quelqu'un qui aime la mer. Oui. C'est paradoxal. C'est comme Warda. La couleur? Vert. Vert, oui. Le pays ou un lieu pour les vacances? Au bord de la mer. Vos hobbies? Ah là, il y en a tellement. À part la lecture. Le cinéma. En dehors de la lecture. Le cinéma. Aller me balader. La nature, j'adore. Donc vraiment, la nature. C'est beau, la nature. Et puis, bon, mes hobbies préférés, moi, ils tournent autour de mes petits-enfants. Ah, c'est magnifique. Et les randonnées, non? Pas vraiment, non. Non, j'en ai jamais fait. Parce que quand je vois les randonnées qui sont proposées, elles sont lointaines. Il faut déjà faire de la route. Pour faire une randonnée, c'est vrai. Non, ça me le plat préféré, puisqu'on ne marche pas, on va manger. Le plat préféré. Certainement une sucrerie. J'aime bien le sucre. Ah. Ouais. Pour l'énergie, pour écrire. Non. Le goût. Le goût. Le fruit interdit. Le fruit préféré. La mangue. La mangue. Ça se trouve pas, non? Non, mais pour nous, ici, chez nous, c'est le kaki. Le kaki. Le kaki. Qui est, comment ça s'appelle déjà, le kaki? Il y a un autre nom. Je me souviens plus du nom qu'on utilise ici chez nous. Non, il est comme une tomate, vous savez, comme une grosse tomate. Ah, d'accord. Oui. Comment ça s'appelle? Oui, la plaque mine. La plaque mine, oui, exactement. Ça se trouve. La plaque mine. On la trouve au marché. C'est vrai que c'est succulent. Moutalienne, j'adore la plaque mine. Ouais, c'est le fruit préféré de ma femme aussi. Ouais. Ah, moi j'adore ça. Bien, votre livre de chevet? Ah, il passe le livre de chevet. Hein. Il y en a tous les jours un nouveau. Et le dernier, c'est quoi? Le dernier, c'est le livre de Kitouni. Oui. Et j'avais mis aussi le dernier qu'il a écrit sur l'histoire. Et il y a aussi le livre de Wared sur la Palestine. Voilà, Je suis en train de les lire tous les deux en même temps. Bien, Wared Kitouni, si nous écoute, on les salue. Voilà. Vos auteurs préférés, d'abord algériens, puis étrangers? Boujdra. Magnifique, Boujdra. Rachid qu'on salue aussi. Oui, Rachid, oui. Rachid Boujdra. Et puis, voyons, comme auteur, j'aime bien, par exemple, Morrison, comme auteur américain, Faulkner aussi. Ouais. C'est l'auteur préféré de Rachid et de Kateb. De Rachid, oui. Et de Kateb Yassine. Oui. Alors, votre chanson préférée? Ma chanson préférée? Algérienne ou étrangère, ouais. Il y en a tellement. En ce moment, j'écoute souvent une chanson qui s'appelle La rivière de notre enfance. De qui, ça? Elle est chantée par deux chanteurs. Un chanteur
canadien qui s'appelle Garou, je crois, un truc comme ça. Oui, Garou. Et puis un vieux chanteur, là, mais je suis dessous. Ça va venir. Ça va je venir. connais, Voilà. je connais pas. Donc, le chanteur préféré algérien, Algérien. Fergani. Non, pas forcément, non. J'aime beaucoup Allem. Jabal Allem. Ouais, Ah, j'aime ouais. Allem. Ouais. Étranger, Brel, Brel. Pour sa poésie, ouais, pour sa poésie. pour sa façon d'interpréter. Oui, oui, pour sa façon, comment dire, malade d'interpréter. Il C'est a vrai, toujours été c'est vrai. Unique. terrible. Ouais. L'expression que vous aimez, en Une arabe ou en expression. français, hein, Une expression que vous aimez. en arabe ou en français. Vous calez. Je cale parce que j'ai une expression que j'aime beaucoup, que ma mère Aimait me disait beaucoup. tout le temps, oui. Elle passait son temps, mais bon, je l'ai pas vraiment en tête. L'oubli est un refuge où sombre le passé. Très bien. Le mot que vous détestez, Le mot que je déteste, racisme. le racisme. Ah Ouais. ouais, je déteste ça. Votre devise pour la vie, Toujours continuer, toujours. ne jamais baisser les bras. Ouais, ne jamais baisser. Ah bah, les c'est bras. sur cette devise de Leila Hamouten qu'on vous dit merci d'avoir écouté et d'être fidèle à Empreinte. Je vous souhaite un bon week-end, Leila Hamouten. Merci d'être venu Merci beaucoup. et à la prochaine avec d'autres ouvrages. Inch'Allah. Je vous dis à vendredi prochain et je vous rappelle que l'émission est rediffusée le dimanche de 22h à 23h. Au revoir et merci.